Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Les travaux du colloque C'est la culture de la paix et de la modération comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent, l'approche mauritanienne. Ces travaux ont pris fin jeudi à Nouakchott. Les participants à ce colloque ont rendu public des recommandations axées sur la nécessité d'adopter l'expérience mauritanienne comme modèle pour éradiquer le phénomène de l'extrémisme et de la dérive. Des recommandations ont appelé à s'attacher à l'esprit du dialogue en tant que meilleur moyen pour convaincre et pour améliorer les conditions économiques à travers l'emploi des jeunes et la participation de la société civile dans la mise en place des stratégies de lutte contre le terrorisme. Donc pour parler de ce colloque et pour parler de l'extrémisme en général comme phénomène, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, M. Aliou Oumarou, qui est spécialiste de la prévention des crises, gestion des conflits en République du Niger. Bonsoir. Bonsoir. Et M. professeur François Burga, politologue, chercheur au CNRS. Bonsoir, Bonsoir. M. Burga. Donc, je vais commencer par vous, M. Aliou. En fait, vous avez participé à ce colloque. Il y a eu des recommandations qui, je viens de rappeler, ont appelé à s'attacher à l'esprit du dialogue en tant que meilleur moyen pour convaincre et pour améliorer les conditions économiques à travers l'emploi des jeunes. Vous pensez vraiment que c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans nos pays? Écoutez, comme vous le savez très certainement, les questions de dividendes démographiques, d'emploi de jeunes, n'épargnent aucun pays au monde, et surtout les pays en voie de développement, et notamment les pays du Sahel, qui ont beaucoup de défis à relever à la fois. Il y a des défis alimentaires, des défis sécuritaires, qui viennent s'ajouter, en tout cas, l'extrémisme violent grandissant. Et il se trouve que durant les 2 jours du colloque, tout le monde, à l'unanimité, ont convenu à ce que l'expérience de la Mauritanie sert d'exemple pour les autres pays du Sahel. Malheureusement, la question de l'emploi ne peut pas être gérée dans une situation d'instabilité. Le Sahel est menacé et il faut une réponse collective. Comme aime le dire le chef de l'État du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, il n'existe pas de risque zéro. Aujourd'hui, la Mauritanie est à l'abri, mais il ne faudrait pas que les autorités... Vous croyez que la Mauritanie est à l'abri? C'est ce que je pense. En tout cas, il y a plus de 3 ans qu'il n'y a pas eu d'attentat dans ce pays. Donc on peut dire que Dieu merci pour la Mauritanie et nous prions que ça soit le cas, mais les prières ne suffisent pas. Il faut qu'à côté des prières, qu'ils puissent avoir des moyens, en tout cas conséquents, de sécurité, d'information, de renseignement et surtout de création d'emplois, parce que ceux-là qui sont enrôlés dans les mouvements de djihadistes, dans les mouvements d'extrémistes, ce sont les jeunes. Sous prétexte de manque d'emploi, sous prétexte de manque d'opportunités, d'autres sont enrôlés. Mais vous conviendrez aussi avec moi que certaines causes que nous avons en tout cas débattues lors de ce colloque, c'est dû à l'islamophobie. C'est dû à une crise injuste qui s'est perpétuée de l'autre côté de la Palestine, qui crée la frustration dans la communauté musulmane pour la grande partie et qui amène la jeunesse à s'enrôler dans certains mouvements. Donc j'imagine que nos autorités ont compris qu'il faut nécessairement créer de l'emploi à la jeunesse, pas de l'emploi juste pour des chiffres, mais des emplois permanents et des emplois nobles, comme on nomme le dire, des emplois décents. C'est ce qui va permettre en tout cas... Donc merci. Donc avant en fait, d'entrer un peu dans les solutions surtout, Monsieur Burger, en fait, cette émergence des mouvements extrémistes, elle est due spécialement à quoi? Enfin, je sais que c'est pas évident de répondre à la question parce qu'il va y avoir beaucoup de facteurs, mais... Elle n'est pas nouvelle, hein, vous le savez, donc ça fait un certain temps qu'on réfléchit déjà sur ces questions-là. Moi, j'emprunterais comme porte d'entrée une petite provocation que j'avais écrite il y a une dizaine d'années déjà. Ça avait donné lieu à un rebond dans Libération. J'avais dit, l'arme de destruction massive du terrorisme, elle existe. Elle existe, elle a été inventée, mais il se trouve que personne ne veut l'utiliser parce qu'elle coûte trop cher. Et même personne ne veut dire son nom, tellement ça leur fait mal de prononcer un mot pareil, ça coûte très très cher. Et j'ai dit, l'arme de destruction massive du terrorisme, c'est un gros mot horrible, c'est le mot partage.
c'est le mot partage. Alors on peut décliner ça, c'est le mot partage, bien sûr, des ressources économiques au premier sens du terme, mais on peut dire aussi partage de la Palestine dans des conditions moins contradictoires, moins unilatérales. C'est le partage au sens la fin de l'unilatéralisme, la fin du maniement du hard power par un côté, c'est la fin du déséquilibre dans la distribution des ressources. Alors on peut promener cette notion-là dans tous les secteurs de la société, à l'échelon local et à l'échelon international, et on va toujours en revenir à la même conclusion. Il y a des débordements de violence politique lorsque les mécanismes institutionnels dont la vocation est de faire qu'on puisse résoudre nos problèmes à l'intérieur de la société, dans l'espace régional, dans l'espace mondial, sur la base de négociation, de dialogue, oui, là le mot il est très très beau, mais on ne peut pas fonder une démarche uniquement sur l'idée qu'il faut qu'on soit tous gentils. On peut être tous gentils si il y a plus que la culture de la gentillesse, il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait le partage des ressources matérielles et symboliques. Alors on pourra y revenir, mais le partage des ressources symboliques, ça veut dire, vous avez dit islamophobie, ben moi je dis, oui, il faudrait qu'en Europe, les musulmans aient le droit de parler aux heures de grande écoute et pas seulement dans des petits ghettos associatifs. Il faut que chacun puisse, avec sa sensibilité propre, participer au vivre ensemble. Et vous avez commencé à évoquer cette idée. Si le vivre ensemble ne fonctionne pas dans les pays européens, eh bien nous avons ce processus de stigmatisation, de marginalisation, déni de représentation d'une partie de la population. S'il lui est dénié le droit de travailler, bien sûr, le monsieur qui quitte l'environnement français du jour au lendemain, qui dit « je vais faire partie du camp de l'ennemi », pourquoi il fait ça ? Il va rentrer dans les rangs de Daesh, c'est-à-dire dans un groupe qui est perçu par son groupe national, la France, comme l'ennemi absolu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il envoie un signal au milieu qu'il quitte, il dit « vous me rejetez, je vous rejette ». Donc il y a... Le djihadiste, le candidat djihadiste, il ne faut pas tout mélanger. Il y en a qui ont des motivations différentes. Mais si on prend l'échelle des motivations, il y en a qui partent, d'abord, ils ne parlent pas au djihad, ils partent faire une hijra. Ils partent simplement émigrer dans un pays où ils estiment qu'ils vont pouvoir... Qui n'a pas été rejeté, qui n'est pas rejeté. Voilà, où ils vont pouvoir vivre leur religion sans contrainte. Il y en a qui partent avec un simple sentiment de solidarité humanitaire, et ça c'est très très banal. Oui. Mais où ça se complique, effectivement, c'est qu'il y a certains jeunes qui partent pour trouver dans le théâtre politique oriental ce que le théâtre politique occidental leur a refusé, et puis après, la situation extrême, il y en a qui partent pour se venger depuis l'Orient de ce qu'il leur a été refusé en Occident. Et donc, oui, l'islamophobie, malheureusement, je pense, est bien au cœur, en tout cas, quand on regarde ça du point de vue occidental, elle est bien au cœur du dispositif qui fabrique des gens qui vont estimer que pour faire bouger le monde, il n'y a plus que l'arme de la violence. Je suis rejeté, donc je vais me battre ailleurs pour pouvoir vous montrer que... Voilà. En fait, mais bon, vous, au Niger, bon, comme un pays musulman, l'islamophobie n'est quand même pas, pas tout à fait... vécu au Niger, parce que c'est un pays à majorité musulmane. Un pays à 99% musulman, donc, mais malheureusement, certains jeunes sont tentés. Vous savez que nous sommes situés au cœur des problèmes, avec une crise libyenne que j'allais interpréter en service après-vente non assuré par l'OTAN. Nous avons une crise qui est alimentée de l'autre côté du Nigeria par la secte islamiste Boko Haram, mais aussi par une crise au Mali avec Al-Qaïda. Du coup, nous nous retrouvons au milieu de ces pays en situation difficile. Des jeunes, souvent par manque d'opportunités, sont enrôlés. Nous avons vu, par exemple, à Difa, l'une des régions de l'Est du Niger, qui ont été plus attaquées par cette secte, ou des jeunes qui ont été enrôlés dans cette nébuleuse Boko Haram, revenir à la source, revenir dans leur localité. Il y a l'exemple le plus palpable, c'est ce jeune-là qui a trouvé son père dans la mosquée à 6 h du matin et qui l'a égorgé après avoir passé quelques mois avec cet islamiste. Donc du coup, on ne peut pas dire que nous sommes à l'abri de l'endoctrinement, même si l'islamophobie n'est pas la source. Je crois qu'il y avait juste un petit problème d'image, donc si vous revenez à la question. Quand on parle de l'islamophobie, un Occident qui gagne du terrain, et c'est vrai que quand on est rejeté par une culture, on ne peut pas vivre sa religion comme on veut, on se sent plus ou moins, et ça d'ailleurs c'est juste une explication.
comme disait M. François Birga. Donc ça se comprend qu'ils partent ailleurs et qu'ils essaient de vivre leur religion et qu'ils essayent, en fait, cette société qu'ils ont rejetée, ils vont montrer à la société qu'eux aussi, ils peuvent la rejeter à leur façon. Mais dans un pays musulman comme le Niger, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment le cas. C'est un pays à 99% musulmans et donc l'islamophobie n'est pas vécue au Niger. Il doit bien avoir d'autres causes. Vous savez que nous avons d'abord parlé des problèmes d'emploi qui amènent beaucoup de jeunes à être enrôlés, mais vous savez très bien que le Niger est situé entre des pays à problème, notamment la Libye où les Occidentaux ont imposé une guerre, l'OTAN n'a pas assuré, en tout cas ce service après-vente, après avoir assassiné le président Kadhafi. De l'autre côté du Mali, une guerre qui n'est pas encore finie. Vous avez vu, rien que la semaine dernière, ce qui s'est passé, malgré les accords signés, la crise, elle persiste avec Al-Qaïda. De l'autre côté du Nigeria, c'est le pire. Parce que vous savez que nous partageons près de 1000 km de frontières avec le Nigeria. Donc, toutes ces régions du Niger qui partagent ces frontières avec le Nigeria sont exposées. Nous avons vu l'exemple le plus palpable avec un jeune de la région de Difa qui a été enrôlé dans cette secte, qui est resté 6 mois au Nigeria. Quand il est revenu, le premier acte qu'il a posé dans sa localité, à côté d'une région qu'on appelle Chetimari, c'est de trouver son papa, qui est imam, qui l'a égorgé à 6 h du matin dans la mosquée. Donc vous imaginez combien de fois cette frustration, parce qu'on dit que toute frustration amène à la révolte, amène à agir. Donc il faut nécessairement mettre en place des dispositifs pour contenir cette jeunesse et leur permettre d'avoir accès à la vraie information, à de la bonne information. Parce que lorsque les jeunes ne sont pas bien informés, eh bien, les premiers qui tombent sur eux, qui leur donnent certains moyens, qui leur donnent accès à la drogue, parce que j'imagine que sans être sous l'effet de certains stupéfiants, je me demande comment on peut poser certaines atrocités. Donc, au-delà de ce que nous voyons en Occident, on n'est pas à l'abri et on ne peut pas se dire, puisque au Niger nous sommes à l'abri, nous devons croiser j'imagine. Il faut nécessairement que ce combat soit un combat d'ensemble et c'est là où je félicite, si vous le permettez, la création du groupe G5. Bien sûr, bien sûr. La création du groupe G5 où des États du Sahel, notamment la Mauritanie, qui porte un leadership incontesté, puisque le secrétariat permanent même de ce G5 des pays du Sahel, notamment la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, ont réfléchi et mettre en place ces dispositifs pour sécuriser leurs frontières. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Souvent, il y a les menaces intérieures, mais ajouter à toutes ces menaces extérieures, il faudrait bien y réfléchir. Monsieur François Birga, donc en fait, si on fait un peu la genèse de l'extrémisme, il y a certainement des temporalités distinctes. Au début, qu'est-ce qui s'est passé au début en fait? Alors attendez, jusqu'à quel moment de l'histoire va-t-on remonter on essaie de remonter un peu vite fait. Dans le contexte de l'histoire contemporaine, où est-ce qu'on est actuellement? On est dans une période où les sociétés de la région, alors je connais moins bien les sociétés du sud de la Mauritanie, mais on va parler disons du monde arabe. Oui, du monde arabe, On va dire que dans le monde arabe, les sociétés sont sorties d'une phase noire qui était la phase coloniale, où les institutions politiques étaient maniées directement de la main de l'étranger, dans une phase paradoxale où il y a eu une réappropriation nationaliste, mais au prix d'un autoritarisme qui a été le dénominateur commun de tous les régimes après la période coloniale. J'aime beaucoup l'expression qui résume un petit peu la situation. Les sociétés dans cette région du monde sont en train de se réconcilier avec leurs institutions politiques. C'est-à-dire qu'elles sont en train de fabriquer des institutions qui vont devenir fonctionnelles. Ça n'était pas le cas, ni en Algérie, enfin on ne va pas énumérer. Tous les pays, au Yémen et en Arabie Saoudite. Tous les pays de la région. Ce processus d'ouverture politique, d'accès, on ne va pas dire des gros mots, mais de développement de la démocratie ou d'élections libres, on voit bien qu'il avance, mais il faut se sortir de l'idée qu'on est dans une temporalité courte et que tout ça va être réglé en 2-3 ans.
Alors il y a des expériences, le printemps arabe, pour arriver à ce moment-là, qui a donné le signal d'une espèce d'accélération dans la remise en cause des régimes autoritaires et la recherche de solutions plus consensuelles, il a donné, je dirais, deux directions extrêmes. On peut passer par Tunis ou par Mossoul. Je ne veux pas béatifier l'expérience tunisienne. Arabe, oui, mais elle est la meilleure, enfin plus ou moins. L'expérience tunisienne a montré que même si des acteurs politiques qui se réclament de l'islam participent au pouvoir, on peut avoir un fonctionnement relativement harmonieux. Et puis, il y a, au lieu du passage par le centre, j'aime beaucoup citer cette remarque de Monsef Marzouki. Il avait dit le monde arabe sera géré par des laïcs modérés et des islamistes modérés, sinon ce sont les extrêmes qui viendront. Bien, à Mossoul, on passe par les extrêmes. À Mossoul, on passe par la rupture. Alors, il faudrait voir le degré d'échec du politique en Irak et en Syrie, qui a amené sur la scène des individus qui ne croient plus qu'à la violence absolue pour faire avancer le schmilblick de la modernisation politique. Il faudrait donc avoir le temps d'examiner la crise syrienne. Pourquoi s'est-elle dégradée à ce point? La crise irakienne, on ne l'a pas vue se dégrader, mais les Américains ont laissé sur place un système politique qui n'a jamais été perçu comme crédible par les sunnites, qui se sont immédiatement sentis exclus d'un régime qui était considéré comme confessionnel et aux mains des chiites, etc. Donc, l'échec absolu de l'expérience de transformation en Syrie et en Irak a débordé et a commencé à attirer ce que j'ai appelé les djihadistes sans frontières, c'est-à-dire les gens de 75 ou 80 nations du monde qui s'estiment jusqu'à un certain point. Les qualifier comme tels, ce n'est pas leur donner raison, mais ils s'estiment les laissés pour compte du système politique. Ils s'estiment qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus. Alors, il y a actuellement cette espèce de mirage je dis le Sunniland ou le Sunnistan, mais il ne faut pas que ça ait une connotation péjorative. Un endroit du monde où les sunnites se disent il n'y a plus d'interférence ni avec l'Occident, ni, alors c'est un problème annexe, mais il faut bien l'évoquer, ni avec cette partie du monde musulman avec laquelle on a une sensation qui s'appelle les chiites. Donc il y a actuellement ce mythe d'un Sunnistan libre de toute interférence occidentale et chiite, et les sunnites du monde entier. Je faisais parfois un clin d'œil à un site américain qui s'appelait The Angry Arab. Et moi je dis c'est The Angry Sunnis. Les sunnites en colère du monde entier regardent cette expérience comme peut-être quelque chose qui ressemblerait à ce qui s'est passé en Iran en 1979, c'est-à-dire un acteur étatique qui émerge sur la scène mondiale et qui regarde l'Occident dans les yeux et qui lui dit, tu vois, c'est fini. Maintenant, tu n'as plus aucune prise sur nous. Et c'est ça qui est en train de se passer. Malheureusement, ça passe par les extrêmes. Donc en fait, professeur, si on revient un petit peu au printemps arabe, il y a quand même des théories qui parlent du complot, il y en a qui parlent d'élan populaire. En fait, moi, je suis dans le clan de l'élan populaire. Vous croyez que c'est un élan populaire? Moi, je ne souscris absolument pas. Il faut dire que j'ai vécu la naissance de la crise syrienne. Je vivais en Syrie jusqu'en 2012. C'est le point de vue le plus répandu. Je ne cautionne pas l'idée du complot. Je ne cautionne pas l'idée d'une révolution qui aurait été fabriquée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Déjà, je rappelle les observateurs aux données factuelles. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont mis très longtemps à s'investir dans la crise syrienne. Mais les gauches, les républiques de gauche les militants de gauche dans toute l'Europe sont restés silencieux aussi. Ont une posture très simple. Ils disent l'opposition syrienne, elle est soutenue par l'émir du Qatar, le roi d'Arabie Saoudite, le président François Hollande, le premier ministre britannique. Ça ne peut pas être des gens bien. Et Bernard-Henri Lévy en plus. Ça ne peut pas être des gens bien puisqu'ils sont soutenus par des personnalités politiques que nous considérons comme illégitimes. Et c'est très grave, c'est une terrible erreur d'analyse. Ce n'est pas parce que des forces politiques légitimes qui sont inscrites dans un moment de mobilisation politique populaires légitimes font l'objet de tentatives d'instrumentalisation par tous les vieux corbeaux de la politique internationale qu'ils deviennent illégitimes. Ce n'est pas parce que les Occidentaux, après avoir reçu une gifle en Tunisie, puis une gifle en Égypte, se sont dit « Oh, on va changer notre fusil d'épaule, on va soutenir ces révolutions ». Alors, ils ont donné le baiser de la mort à la révolution syrienne, on dit « On va la soutenir ». Ils ne l'ont pas véritablement soutenue. Oui, mais ils n'ont pas non plus combattu, ils n'ont pas Bachar al-Assad, mais ils l'ont discrédité aux yeux de toute la militance de gauche. Et c'est le paradoxe
dans lequel s'est trouvé. On soutient la Palestine, enfin disons les militants de gauche et les militants arabes. Il n'y a pas de gauche internationale. Quand je parle de gauche, je parle internationale. Veulent bien défendre la Palestine, mais l'opposition syrienne, elle est suspecte d'avoir des amis infréquentables. Et ça, c'est un paradoxe. Je pense qu'il faut le dénoncer. Aujourd'hui, entre l'armée et les milices du titulaire du pouvoir qui est Bachar al-Assad, la violence, est-ce que c'est Bachar ou ce sont les djihadistes de son opposition, ou est-ce que c'est la révolution syrienne? Les gens de gauche dans le monde sont quand même plus ou moins perdus. Oui, mais il faudrait qu'ils prennent leur calculette et qu'ils regardent combien le régime tue et combien l'État islamique tue. C'est de 1 à 100. Il faut être sérieux. Le régime, vous allez voir dans quelques semaines, va sortir en France un ouvrage qui va donner les tenants et les aboutissants de ce rapport César, d'un médecin militaire syrien qui a filmé, qui a photographié, qui a 55 000 photos de 11 000 corps de gens qui ont été tués dans l'univers carcéral syrien, dans la seule région de Damas, au cours des 2 premières années du conflit. C'est ce genre de chiffres. Le régime, tous les jours, la semaine dernière, a tué jusqu'à 110 personnes dans un seul bombardement. Et ce n'est pas du tout le rythme avec lequel se produisent les horreurs de cette composante radicale, inacceptable à ce titre, qu'est l'État islamique. Donc, M. Oumarou, en fait, le monde arabe, là on parle du monde arabe, mais c'est à peu près la même chose en Afrique. Il faut savoir que les régimes, quand même, en Afrique, ou l'immense majorité des jeunes en Afrique, poussent les gens à une radicalisation. Et ça, selon beaucoup de politologues et d'intellectuels africains. Écoutez, je pense que le problème africain est encore pire, puisque beaucoup de régimes souffrent d'illégitimité, justement, ce qui pousse à tout ce qui s'ensuit. Mais d'autre part, ce que nous ne comprenons pas, c'est comment ces armées irrégulières, ces mouvements terroristes sont alimentés. Vous trouverez dans certains pays, c'était le cas au Mali, où les mouvements djihadistes ont repoussé jusqu'à l'entrée de Bamako les forces régulières. Il faut qu'on se pose les questions. Non, mais il y a quand même une cause entre les milliers de jeunes qui meurent noyés, d'immigrés qui meurent noyés. C'est l'injustice. Excusez-moi, justement, ça veut dire des milliers de jeunes qui meurent noyés, immigrés qui meurent noyés pour aller en Europe, ou d'autres qui sont en train de flirter avec Boko Haram et toutes les organisations terroristes qui sont ici dans le Sahel. Il y a quand même un problème. Un problème sérieux. Justement. Un problème sérieux auquel il faut trouver une solution sérieuse. Mais dans ces solutions, lors de ce colloque qui vient de s'achever, les gens ont beaucoup prôné le dialogue. Mais moi, je pense qu'au-delà du dialogue, il faut nécessairement que nos pays, en tout cas du sud du Sahara, et les pays africains d'une manière générale, soient réarmés. Imaginez à une époque donnée, l'armée nigériane, avec le Komog, était l'une des armées les plus puissantes. Aujourd'hui, on se rend compte que cette armée est affaiblie et que